Eh bien, on est parti. Bonjour Manon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Sympathique, donc le petit média santé qu'on est en train de développer. Et donc, on te suit sur les réseaux et on trouvait que c'était cool de te donner la parole. Donc, avant même de commencer par la photo, est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors moi, je m'appelle Manon, j'ai 25 ans et je suis infirmière depuis maintenant 2 ans et demi. Et je partage aussi plein de choses. Depuis que je suis étudiante, je partage plein de choses sur les réseaux sociaux. Et maintenant, je partage aussi ma petite vie d'infirmière dessus, quoi. Justement, pour commencer un peu cet épisode, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être infirmière? Est-ce qu'il y a une vocation? Est-ce que tu t'en rêvais depuis que tu étais petite? Mon papa était ambulancier, du coup, c'est vrai que j'entendais beaucoup d'histoires de son travail en fait, quand il partait en intervention, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a toujours attirée. Et du coup, j'ai toujours voulu travailler dans le médical. Puis j'étais fan de Grey's Anatomy, donc forcément, je voulais travailler dans le médical. Et voilà, donc après 2 PACES, je me suis orientée en IFSI et trop bien, quoi. Ok. Justement, on t'a demandé pour venir sur ce tournage, pour commencer cet épisode, t'es arrivé avec une photo qui symbolisait un petit peu ton attachement au métier d'infirmière. Ouais. Est-ce que tu l'as avec toi? Est-ce que tu Ouais. peux nous le partager? Alors c'est une photo, de q Montrer là. pendant mon premier stage, quand je suis rentrée en IFSI, donc il y a le masque, c'était en plein covid. Parce que du coup, j'ai commencé mes études en 2020, et du coup, c'était mon premier stage que j'ai fait en tant qu'étudiante infirmière. Ça s'est passé dans un service de psychiatrie. J'ai su que je voulais pas travailler en psychiatrie après ce stage, même si le stage s'est trop bien passé, c'était trop cool, l'équipe était géniale, j'ai appris plein de choses. Mais j'ai capté que le métier d'infirmier, ça me plaisait quand même vachement quand j'ai commencé ce stage-là. Parce que c'est vrai que je connaissais pas du tout le travail d'un infirmier en centre de soins, en hospitalier. Et trop bonne découverte, trop bonne expérience. Et bah, ça a commencé comme ça, quoi. Parce que en plus, tu as commencé en plein vraiment à fond dans le grand bain, parce que tu commences les études, tu fais tes premiers stages direct pendant le Covid. Ouais. Donc c'était quoi quasiment, parce que le Covid c'était début 2020, mars Ouais, moi 2020? j'ai commencé mes études du coup en septembre 2020 et novembre du coup parce que du coup en école d'infirmière on commence les stages un mois et demi, 2 mois Directement, comme après ça. la rentrée. C'est Ouais, chaud. on a à peine eu de théorie qu'on rentre déjà dans la pratique. Et du coup j'ai commencé, pendant le deuxième confinement j'étais en stage. Ok. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de vous confronter tout de suite, aussi vite au terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement aussi d'un peu peut-être de dégoûter les gens parce que Je quand tu as un peu pense peur. que ça dépend un peu du terrain de stage sur lequel on tombe. Et ça dépend aussi de la personnalité de chacun parce que du coup, moi, je suis rentrée en psychiatrie. J'avais encore eu aucun cours de psychiatrie parce que les premiers cours sur les soins psychiatriques et les pathologies psychiatriques, on les commence qu'en deuxième semestre. Donc, j'avais encore aucune notion théorique. Du coup, ça m'a demandé beaucoup de travail personnel au niveau recherche, au niveau méthodologie. Mais du coup, ça m'a aussi beaucoup aidé pour mes cours et mes partiels que j'ai pu avoir du coup au semestre suivant sur ces pathologies-là qu'en fait j'avais déjà rencontrées sur les terrains de stage. Puis moi j'étais contente de partir en stage tôt Ouais, parce que c'est vrai t'attendais qu'on que. a un petit peu cette hâte de enfin découvrir, mettre vraiment les pieds dedans et ça motive à fond. On en reparlera un petit peu sur la suite de l'épisode, mais justement comment ça s'appelle la frontière mentale, le fait d'être confronté mentalement, est-ce que c'est pas dur à gérer aussi parce que t'es toute jeune, tu viens de commencer, t'as quel âge? Moi 20 j'avais 20 ans ans et encore directement? j'avais des copines qui n'en avaient que 17 pendant leur premier stage, qu'elles sont de fin d'année, elles ont commencé après, directement après le lycée. C'est pas forcément évident. Moi, j'ai pas eu besoin de. Pendant mon premier stage, j'avais pas rencontré de décès, c'était des pattes. Enfin, voilà, la psychiatrie, c'est quand même un monde qui est particulier. Donc, c'est pas comme quand on est sur des milieux de soins. J'ai des copines qui ont directement été en service classique de médecine ou de chirurgie à Et l'hôpital. là, tu fais des choses Où dures. là, ouais, on est confronté quand même à des choses plus dures, des annonces de pathologie, des fois des décès. Et c'est vrai, quand on a 18, 19, même 20 ans, c'est pas évident à Ouais. gérer. Est-ce qu'il y a des moments où tu as été un petit peu démotivé, tu t'es dit c'est pas fait pour moi, ou finalement, comme tu dis, justement, ça a confirmé encore mieux ton choix? Personnellement, ça a plutôt confirmé. Je sais que tout le monde passe pas forcément par les mêmes phases. Je pense que ça dépend vraiment déjà de la personnalité de chacun et du déroulé qu'on a de stage. Les personnes, enfin les professionnels qu'on va rencontrer aussi, ça joue Ouais. énormément. Ça dépend vraiment du parcours de chacun. Tu as eu des mentors justement pendant ton parcours?
Bah, déjà, à l'IFSI, on a normalement comment dire, des formateurs qui sont référents, qui nous accompagnent vraiment sur nos 3 ans. Et, euh, et c'est cool, c'est vraiment des gens, enfin, il y a certains formateurs sur qui vraiment on peut vraiment se reposer, on peut vraiment discuter avec eux si jamais il y a des soucis. C'est eux aussi nos formateurs référents qui montaient, en tout cas dans l'IFSI dans lequel j'étais, nos terrains de stage, enfin nos Ok. parcours de stage. Donc voilà, nous on arrive avec un projet et du coup essayer de faire en sorte que étape par étape on puisse arriver à ce projet-là, quoi. Et donc c'est cool d'avoir des gens comme ça pour nous accompagner parce que c'est pas évident. Il y a des anecdotes ou pas justement des anecdotes qui se sont super bien passées avec des maîtres de stage, des responsables de stage, des encadrants? Bah, globalement, j'ai eu la chance que mes stages se passent globalement assez bien. J'aime bien le globalement. Est-ce que le globalement, ça veut dire qu'il y avait des petites... Bah, il y a évidemment des stages qui se passent mieux que d'autres. Ouais, Moi, j'ai eu de la chance, enfin, on entend beaucoup parler de harcèlement sur les terrains de stage, enfin, sur le monde hospitalier, c'est vraiment, je trouve ça pourtant lunaire quand on sait que c'est un milieu où on doit être très empathique et tout ça, et que derrière, avec les étudiants, ça se passe pas bien. Moi, j'ai eu de la chance de pas vraiment avoir subi d'harcèlement comme ça s'est globalement bien passé mes stages. ouais, c'est bien. Ça devrait être Mais la normalité en ça fait. devrait être la Ouais. normalité, ça devrait être tout le monde, ça devrait Ouais. se passer comme ça, mais j'ai eu cette chance-là en tout cas. Enfin, vraiment, c'est triste de considérer Ouais, ça comme une ouais, c'est chance, vraiment, vraiment, ouais. mais moi, ça s'est bien passé. Euh, après, c'est évident qu'il y a des stages qui se passent mieux que d'autres parce qu'on a l'attrait de la spécialité ou des fois on découvre des choses même qui nous attiraient alors que forcément on n'était pas forcément. Franchement, j'ai eu un stage en EHPAD qui s'est ultra bien passé. Alors Et il franchement, paraît que c'est assez l'EHPAD, génial, ouais, on n'y pourtant, pense pas, mais il paraît que l'EHPAD, ouais, ouais. ouais, c'était franchement, ça s'est trop bien passé. Les équipes étaient trop chouettes. J'ai adoré la façon de travailler qu'ils avaient dans cet EHPAD-là. Et du coup, j'étais en mode, ah bah c'est cool. Est-ce que de là à oula, pardon, de là à y aller travailler, pas forcément. Mais c'est vrai que des fois, on fait des bonnes découvertes. Ok. Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu as eues justement en service de psychiatrie? Euh, la psychiatrie, c'est quand même un monde à part. Ouais. Moi, j'étais en service d'admission, donc c'est-à-dire c'est là où les patients arrivent et ils sont en phase aiguë, en décompensation de leur pathologie, que ce soit des dépressions, des schizophrénies, de la bipolarité, etc. Et la psychiatrie, c'est pas organisé comme un service de soins classique à l'hôpital. C'est-à-dire à l'hôpital, on a un souci avec le cœur, on va en cardiologie. Mm. On a un souci avec le foie, on va aller en digestif, etc. Et en psychiatrie, c'est pas on n'est pas, les services sont pas faits par pathologie. C'est Ils vraiment sont par... vraiment faits. C'est en fait, tu vas dans tel service en fonction de là où tu habites. D'accord. C'est sectorisé par lieu d'habitation des gens. Du coup, c'est vrai que tu te retrouves avec des gens qui vont être en phase dépressive, avec des gens qui vont être en décompensation maniaque de leur bipolarité, quoi. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est, c'est explosif comme service. C'était ultra intéressant. Et Il y a un moment un peu marquant, peut-être justement, tu parles de relations explosives entre différents types de profils de patients. Est-ce qu'il y a peut-être une anecdote qui te vient en tête, une situation que tu as vue qui t'aurait bah, marqué? je sais que j'avais eu un patient, enfin, il y avait un patient qui était arrivé et qui était du coup bah, en décompensation d'une phase maniaque de bipolarité. Donc c'est vraiment, ils sont up à fond, ils ont plein, enfin vraiment tout va très vite dans leur tête, c'est assez impressionnant. Et il était du coup dans sa chambre et là on rentre dans sa chambre et vraiment on le voit debout, comme ça vraiment, mais en mode pose, c'est genre Superman. super-héros quoi. Il était tout nu, il avait fait pipi partout, il était ah bah je vous attendais. On était genre ah bah c'est gentil monsieur, on est ravis de vous voir. Vraiment, et puis tu passes dans la chaîne à côté, t'as quelqu'un qui était bah, en dépression, t'es genre bon, changement d'ambiance. Mais ouais, des fois il y a des anecdotes un peu marrantes en vrai, franchement Ouais. des fois. Et comment tu fais pour gérer ça, justement? Tu rentres dans la chambre avec ce type de patient, comment tu gères ça? Bah, je pense que j'ai eu un mini rire, un petit genre «Ah!» genre de surprise un peu, mais après bon, bah, on est là, on est au travail quoi, Ok. donc T'arrives, ouais, cloisonné ouais, quand bah, même. on sait que les gens, enfin, c'est pas leur état normal quoi, ils sont là pour être, pour des mises en place de traitement, tout ça, enfin, c'est vrai qu'on a plus de patience qu'avec, des gens qui sont cortiqués, qui sont. Ouais. Est-ce que justement, une fois que le patient il est redescendu un peu de sa phase maniaque, une fois qu'il est restabilisé, est-ce qu'il a conscience de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'excuse? Est-ce qu'il y a des discussions comme Ça ça qui peut arrivent arriver, après ça peut arriver. Après globalement,
Moi, je pense que je suis pas restée assez longtemps en psychiatrie pour être vraiment spécialiste Dedans, ouais. dedans. Mais après, enfin voilà, c'est des états qui sont pas normaux. C'est comme les patients qui ont des... Du coup, moi, vu que je travaille en soins intensifs et réanimation, on voit un peu plus, par exemple, des patients qui ont eu des gros traumas crâniens après Mm. des accidents, etc., qui, des fois, bah, eux aussi, sont totalement à côté de leur pompe, qui nous font aussi, des fois, des choses assez marrantes. Après, ils sont pas forcément conscients de ce qu'ils font Ouais. à ce moment-là. Et après, des fois, c'est plutôt quand leur famille elle leur raconte, ils sont « Oh là là, Il se rappelle. mais c'est pas grave ». On va y arriver après sur ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres stages que tu as fait? Tu as vu quoi d'autre comme spécialité dans ton Bah, parcours? j'ai fait un peu de... On est obligé de toute façon de passer par plusieurs spécialités différentes de stages quand on fait nos études. Donc on est obligé de faire de la psychiatrie, on est obligé de faire... Peut-être juste avant, pour bien comprendre, tu demandes les stages que tu veux ou c'est toujours une question un peu de classement, de priorité? On peut faire nos demandes. Ok. Elles sont pas forcément respectées, c'est en fonction des disponibilités sur les terrains de stage. Surtout que là, plus ça va, plus il y a d'étudiants infirmiers, mais il n'y a pas forcément plus de terrains de stage. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Mais on est obligé de passer par différentes phases. On est obligé de faire de la psychiatrie, on est obligé de faire du lieu de vie, on est obligé de faire du long cours, et on est obligé de faire de l'hospitalisation courte. Globalement, l'hospitalisation courte, c'est tout ce qu'il va y avoir à l'hôpital. Ok. Longue vie, ça peut être soit des services de rééducation, de l'EHPAD pour se passer là-dedans, la psychiatrie et le lieu de vie. Du coup, moi, j'ai fait du libéral aussi. Le libéral aussi, c'est un monde qui est... C'est autre chose, hein. Ouais, c'est encore différent. Tu rentres vraiment chez les gens, quoi. On nous dit, enfin, à l'école, on nous apprend que quand on rentre dans la chambre du patient, on rentre chez le patient, mais bon, ça reste quand même cloisonné dans les chambres À d'hôpital, l'hôpital ou voilà, EHPAD toutes les chambres se ressemblent, etc. Là, tu rentres vraiment chez les gens, quoi. Ils t'invitent à prendre le café. T'en as Une fait, fois que toi, du coup, t'as fait des stages J'en ai fait un, ouais, à domicile. à domicile, ok. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est une autre façon de travailler. T'es tout seul dans ta voiture, Et tu puis tu vas... rentres dans l'intimité des Tu gens, rentres dans effectivement. l'intimité. Il y a des gens, les seules personnes qui vont voir dans la journée, ça va être les infirmiers ou les aides-soignants qui passent faire la toilette le matin, le coucher le soir et donner les médicaments, quoi. Ça, c'est un sujet qui est énormément d'actualité. Un peu pareil que tout à l'heure, comment tu fais pour réussir à décloisonner? C'est-à-dire que tu vas chez des gens, ils sont contents de te voir, ils Mm. vont forcément te tenir le bout, te parler. Et quand tu pars, ils ont envie sûrement de te garder peut-être un petit peu. Est-ce qu'il y a ça qui arrive ou... Ouais, c'est déjà arrivé pendant mon stage que des gens, bah, quand ça va un peu moins bien, ils aient pas envie que tu partes, ils sont contents que tu sois là. En général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bah, te proposer un café. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on en accepte un, mais au bout du deuxième, bah, on est un peu obligé de refuser parce que bah, il y a aussi tout le reste de la tournée à faire, quoi. C'est des journées qui sont Au-delà de la déjà rallongues. tachycardie que... C'est des journées qui sont déjà... Oui, c'est déjà au bout du quatrième café, bon, Tu c'est dors pas ça. beaucoup le soir. Mais un verre d'eau, ça suffira. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont pas évidentes. Après, de toute façon, des fois, c'est simplement de dire de toute façon, je repasse demain et voilà, c'est de l'accompagnement, quoi. Et comment t'as atterri finalement en réanimation, en soins d'urgence? J'avais toujours été attirée par ce type de service que je connaissais pas forcément. J'avais fait un stage en soins intensifs cardiologiques où j'avais aussi, du coup, qui faisait aussi urgence cardiologique. Ok. Du coup, j'avais mis un premier pas là-dedans pendant un de mes stages. J'avais adoré. C'était génial, ultra instructif, mais même si c'était spécialisé sur une pathologie, c'était trop intéressant. Et du coup, j'avais demandé à faire un stage en réanimation pendant ma dernière année, que j'ai pu avoir. Et du coup, j'ai fait un stage en réanimation et là, j'ai Tombée adoré. amoureuse de Franchement, ce... j'ai adoré ce qu'on faisait. C'était en plus, c'était polyvalent, il y avait toutes les enfin, toutes les spécialités. C'était vraiment, vraiment trop, trop chouette. Et j'ai dit, bon, bah, c'est là que je veux travailler, quoi. En Et du coup, cardio, en cardio, tu avais dû voir déjà des belles choses, parce que bah, ça j'ai doit être fait très intense. mes premières situations d'urgence, Ouais. vraiment arrêt cardiaque, tout ça, c'était là-bas. Forcément, ça marque. Et Comment tu puis, gères justement, c'est intéressant de comprendre comment tu gères un premier massage cardiaque, un premier arrêt, un premier décès aussi, malheureusement. euh, pff, c'est compliqué. Premier décès, ça a été... Enfin, mes premiers décès, c'était en stage. J'ai eu la chance, moi, enfin la chance, entre grosses guillemets, bien sûr, d'être confrontée à mes premiers décès pendant que j'étais étudiante. Et du coup, quand je suis arrivée en tant que professionnelle et que j'étais seule à devoir, enfin que c'était Mm. à devoir gérer ça, j'avais déjà un petit peu connu ça avant, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde.
quand tu le gères la première fois, quand tu es juste diplômé, des fois ça peut être assez lourd. Et puis il y a pas mal d'administratifs, beaucoup d'administratifs à faire tout autour. À l'hôpital ou à domicile ou À à l'hôpital. l'hôpital? À l'hôpital, ouais, ouais, il y a beaucoup de... Enfin, on se rend pas compte, je pense, quand on connaît pas trop le métier, de tout l'administratif qu'il y a autour du métier d'infirmière. Vraiment, ça prend franchement un tiers de notre temps, c'est de l'administratif, quoi. Mais comment ça intervient un décès seul à l'hôpital? En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi, du coup, c'est toi en tant qu'infirmière qui dois t'en occuper. Et En comment fait, t'es- on fait le relais, donc déjà parce que nous, on est sur place en premier. Souvent, Donc, tu ouvres la chambre, il y a un ouais, que ce décès. soit des décès attendus ou pas forcément, c'est nous qui allons alerter les premiers. Soit du coup, on part sur une réanimation. Dans ce cas-là, les médecins en viennent nous accompagner. Soit bah, on accompagne, dans ce cas, sur de la fin de vie, des patients qui sont en soins palliatifs, etc. Et auquel cas, bah, quand le décès survient, c'est nous qui sommes les premiers sur place. Donc c'est nous qui alertons les médecins, euh, qui derrière les trois quarts du... Ça m'est arrivé qu'une seule fois, moi, de devoir prévenir la famille. Souvent, c'est les médecins qui le font. Mais ça m'est déjà arrivé de devoir le faire une fois. Et puis derrière, on fait de l'administratif. Enfin, le médecin va nous faire le certificat de décès. Ensuite, derrière, on a pas mal d'administratifs. C'est vraiment des choses, des fois, qui sont purement institutionnelles à l'hôpital. Les documents qu'on doit remplir pour le décès, faire les déclarations, appeler le bureau des décès pour dire que bah, voilà, tel patient est décédé. Enfin, franchement, il y a C'est plein de choses. dingue, finalement, que je savais même pas qu'il y avait un bureau des décès. Si, ouais. Il y a un bureau des entrées, un bureau des sorties. C'est le bureau des sorties, mais on les appelle aussi pour les décès, Ouais. quoi. Mais du coup, c'est drôle que ce bureau-là, il s'occupe pas de tout, de A à Z. Et justement, pour Bah vous ouais. décharger, qu'il y ait quelqu'un Non, qui soit non. là, qui vienne constater, etc. Et qu'il fasse ce travail de papier. Parce que finalement, bon, c'est triste ce que je veux dire, mais si la personne est décédée, je sais pas ce que ça pourrait changer entre toi qui est infirmière et une personne peut-être externe. Si tu fais ta transmission, tu fais un petit brief de 10-15 minutes, tu leur Ouais. expliques la situation. Bah Et... ouais, non, bah, c'est à nous de faire. Enfin, on fait une grosse transmission Ah, c'est dingue. de décès pour expliquer les circonstances, comment le décès est survenu. Parce qu'en fait, ça rentre après dans le dossier médical qui peut être demandé par la famille, par exemple, etc. Puis après, oui, c'est. Bah oui, et puis après, il y a aussi tous les soins à faire vraiment autour du défunt, la toilette. C'est vous aussi les... qui vous en occupez? Ouais, c'est nous qui faisons la toilette. C'est incroyable. Mm. Je pensais vraiment qu'il y avait un service qui était dédié. Non, non, bah après, souvent, une fois que la toilette est faite, on aime bien. Déjà, on fait une première toilette. On des techniques aussi, si jamais il y avait des perfusions, des sondes urinaires, tout ça. On enlève tout. On peut proposer, si la famille est présente, de venir auprès du défunt. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà que ce soit présentable et tout ça pour la famille. Et ensuite, une fois que la famille est prête, on appelle du coup la chambre mortuaire de l'hôpital ou bien on les descend directement, nous, la nuit. Surtout que moi, je travaille de nuit. Du coup, la nuit, il n'y a pas les personnels de la chambre mortuaire, ils sont pas là. Donc, c'est dans des... Ouais. C'est un peu particulier, mais c'est des sortes de grandes chambres froides, en fait, où on les descend et on met tous nos documents, pareil pour la chambre mortuaire, à cet endroit-là. Ils viennent pour qu'ils puissent... C'est particulier, mais après, les décès, c'est jamais quelque chose de très facile, c'est jamais quelque chose de très agréable. Personne n'aime faire ça, mais ça fait partie du travail, quoi. Je pensais vraiment qu'il y avait un service dédié, qu'au moins il vous enlève cette pression-là, parce que Non, déjà non, non. qu'il y a une grosse pression sur le travail. Peut-être que ça existe dans d'autres structures, en tout cas, moi, dans lequel je travaille, c'est comme ça que ça se passe. Après, c'est comme ça. Et justement, tu disais que tu as eu à faire face à la famille, quand tu as la famille qui est là, etc. Comment tu gères un décès quand tu as la famille qui est à côté Moi, c'est le plus dur. Franchement, c'est pas encore faire la toilette, tout ça. Enfin, on rentre un peu dans un truc de... C'est notre travail, quoi. C'est comme ça. Tu déconnectes un petit peu. Ouais, c'est ça, on déconnecte un petit peu notre cerveau. Quand c'est la famille, c'est beaucoup plus dur parce que bah, t'as quelqu'un qui est en train de pleurer à 30 centimètres de toi parce que parce que son papa, son frère, son fils est mort. C'est évident que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc des fois, bah, on dit, bah, je vais sortir là, je vais aller prendre l'air 2 minutes et puis je reviens après. Mais après, il y a des fois, c'est horrible à dire, mais ça fait partie du travail, quoi. C'est aussi notre travail d'accompagner les familles dans ces moments-là, que ce soit des annonces de pathologie ou des annonces de décès. Ça fait partie du travail. Mais t'es pas spécifiquement non plus formé pour Non. accompagner Ouais, c'est ce qui... Non, il y a un gros manque quand même dans la formation. Cette clairement. formation pour... Ouais, clairement. Nous, on n'a aucune formation là-dessus. On nous apprend beaucoup à prendre soin du patient, mais pas du tout à prendre soin des familles autour, alors que les trois quarts du temps, que tu travailles en pédiatrie, que tu travailles en réanimation, tu vas avoir plus affaire aux familles que vraiment aux patients à proprement dit.
mais c'est quelque chose qu'on nous apprend pas. C'est dommage, c'est vrai. C'est quelque chose que tu apprends vraiment sur le terrain, quoi. Donc après, c'est à toi de voir si... Enfin, faut avoir la chance d'être bien accompagné. Si jamais c'est en stage, d'être bien accompagné par les professionnels qui sont sur place. Quand c'est en tant que DE, bah, on a la chance de travailler en équipe. Donc là, bah, les collègues aussi, Tu c'est peux bien. répartir un peu là, ouais, tu peux répartir, tu peux en discuter, tu peux C'est débriefer, ça, ça fait du bien. On discutait énormément, franchement, Ouais. ça fait vraiment du bien. Quand tu rentres chez toi, tu arrives à couper? La plupart du temps, oui. C'est déjà arrivé 2-3 fois où je rentre et là, c'est trop. Enfin, Il y avait des choses qui étaient, ouais, il y a des ouais, choses qui avaient été compliquées. comme quoi, je sais pas si t'as... Bah, Comme quoi. une situation, enfin, je me suis mis une situation très compliquée avec un patient qui s'était fait rouler dessus. Euh, et du coup, bah, c'est vrai que c'est compliqué. C'est des choses qui sont. C'est très intense. On passe une nuit où on est vraiment à 100% à mettre plein de choses en place, etc. Et tu rentres chez toi, c'est calme et tu repenses à tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Du coup, bah, là, c'est bien. Il y a les copains de promo souvent qui sont là, qui connaissent un petit peu. Parce que c'est vrai que des fois, les gens qui sont à l'extérieur, on peut leur parler, on peut leur raconter, ils comprennent pas parce qu'ils savent pas ce que c'est de vivre ce genre de choses. Alors que du coup, bah, mes copains que je me suis fait à l'IFSI, Ouais. bah, ils sont passés par là ou ils passent aussi par là. Et quand on en parle, et ben ça permet vraiment d'avoir des retours d'expérience différents, une vraie compréhension quoi, de ce qu'on a. J'en avais parlé avec un ami anesthésiste qui m'expliquait justement les situations les plus dures. C'est un peu ce que tu dis, c'est que bon, tu as souvent un trauma qui est Mm. arrivé et que toute l'équipe se bat toute la nuit C'est ça. pendant plusieurs heures, transfusion, etc., réanimation, on le bat, et à la fin, l'issue est quand même fatale. Et du coup, ça, c'est très dur. Ouais. Enfin, on met Parce que beaucoup tu t'es d'énergie. impliqué, ouais. On met beaucoup, beaucoup d'énergie. Et des fois, on a l'impression de... Enfin, on sait qu'on n'est pas des surhommes et que bah, on peut pas sauver tout le monde. Mais c'est vrai que t'as un peu, des fois, la question de ah, si on avait fait autrement, est-ce que. La plupart du temps, la réponse, elle est non. Hein. Franchement, en général, On a fait le on est. maximum C'est ça. avec ce qu'on avait. On a été optimal au plus qu'on ait pu. Mais des fois, juste les situations, elles sont trop graves et bah, malheureusement, on peut pas y arriver, quoi. Tu bosses de nuit, ce qui est en plus particulier, tu rajoutes de la spécificité Ouais. sur un service déjà Mm. spécifique. Parce que de nuit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais est-ce que de nuit, tu as des cas souvent encore un peu plus alambiqués que tu pourrais avoir de jour? Euh, Bah, souvent, les gros AVP, C'est quoi AVP? les gros accidents de la voie publique, donc les gros accidents de voiture, Ouais, ça, c'est la c'est nuit. souvent la nuit. Avec l'alcool, etc. Ouais, donc déjà, on peut être davantage confronté à ce genre de choses, même s'il y en a aussi la journée. Hein. C'est vrai que ça peut être on peut davantage être confronté à ça. Et sinon, je sais pas, des fois, c'est vrai que il y a des patients qui vont être super calmes toute la journée. Ça y est, le soleil se couche. Ils viennent un peu foufou. Je sais pas expliquer pourquoi. Je sais pas s'il y a une étude qui montre que parce que la nuit, les gens, ils sont... Je sais pas si c'est parce qu'il fait nuit, ça les angoisse davantage ou quoi. Mais c'est vrai que des fois, la nuit, ouais, c'est particulier, quoi. Il y a quoi? Il y a des trucs qui te viennent à l'esprit comme ça Moi, j'ai souvenir d'un patient, c'était un patient qui avait une hémorragie intracrânienne, donc qui saignait dans la tête. Et donc, il était, en fonction de là où ça saigne, des fois, on peut avoir des réactions différentes chez les patients. Et du coup, là, ça l'avait fait qu'il était très, très inhibé et puis très actif. Enfin, voilà, il n'arrivait pas à rester en place. Il avait aussi des gros troubles de l'équilibre. Du coup, Ok. il y avait des contentions qui avaient été mises en place pour pas qu'il se lève tout seul et qu'il tombe, en fait, et qu'il aggrave encore plus son cas. Et du coup, je me souviens, bah, nous, ils sont scopés dans le service dans lequel je suis, et il avait tout enlevé sous scope toute la nuit. Donc on allait sans C'est quoi arrêt. un scope, hein? Un scope, c'est des petites électrodes qu'on met pour Ok. pouvoir suivre le rythme cardiaque. Et comment dire, toute la nuit, il avait tout enlevé, sa saturation pour l'oxygène, pareil, tout enlevé sans arrêt. Donc on passait notre nuit à le faire ça. Et j'étais dans la chambre d'un patient en train de faire un autre soin. Je sors et je vois encore qu'il avait tout enlevé. Je dis, c'est pas possible. Donc j'y vais, mais un peu comme ça, en râlant et tout. J'ouvre la porte et là, plus personne dans le lit. Ah! Je fais, il est où? C'est des chambres là dans le service, dans cette chambre-là, il y avait une salle de bain, donc j'ouvre la salle de bain, plus personne. Et là, je sors et je fais, le monsieur de là, il est plus là, et je panique totalement parce que je me dis, mais où est-ce qu'il est parti? Sachant que ce monsieur était censé être contentionné, donc ça veut Oui, en dire qu'il plus, avait
il était sorti de sa contention, il avait Comme une dans les ceinture films, en fait, ventrale, t'étais en fait. attaché, C'était pas attaché totalement, mais en fait, il avait juste une ceinture au niveau du Ok. ventre pour que juste qu'il reste dans son lit. Il pouvait quand même bouger, tout ça, Ouais, mais pour juste pas fallait... qu'il bascule, Bah, qu'il tombe. il pouvait se tourner, tout ça, mais c'est juste pour pas qu'il puisse sortir du lit. Et vraiment, et en fait, il y avait en face de sa chambre, la porte, c'était des toilettes Ok. qu'il y avait dans le service. Et vraiment, je vois la porte qui s'ouvre, et le monsieur qui sort et qui se rallonge dans son... Et vraiment, je reste comme ça à le regarder, je me dis, mais c'est pas possible. Il était 3h du matin, et vraiment, j'étais... Ouais, vraiment. Et j'ai la petite montée d'adrénaline, là, tu te dis, oh là là, où est-ce qu'il est parti? Ça y est, il a fugué. Enfin, vraiment, tu t'imagines mille trucs dans ta tête, alors que vraiment, il est juste à la partie pisser, le monsieur. Ça t'est jamais arrivé des patients qui fuguent Non, ça m'est jamais arrivé. Parce qu'il paraît que ça arrive souvent en psychiatrie Ouais. ou des choses comme Ah, ça. si, quand j'étais en psychiatrie, il y avait un patient qui avait eu une dispo. Enfin, je sais plus s'ils appellent ça une dispo, mais en gros, qui avait eu l'autorisation de sortir du service et qui était jamais revenu. Qui était parti. Qui était parti, qui était jamais revenu. Après, ouais, bah, quand il y a des fugues comme ça, bah, faut qu'on contacte la sécurité, quoi. Bah oui, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu vas Non, pas aller non, courir non. avec ta blouse et puis... Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller bosser de nuit encore Bah, la nuit, c'était pas forcément quelque chose, moi, qui m'attirait de base. Je voulais rester sur des services de soins intensifs, tout ça, de réanimation. Donc, fallait passer par de la nuit pour y aller. Donc, j'avais dit OK. Après, la nuit, c'est un rythme qui est particulier. Bah oui, ça On va s'y pas fait ou être- on s'y fait pas. Tout le monde n'est pas fait pour faire de la nuit. Je pourrais pas, moi. Non, bah franchement, tout le monde n'est pas fait pour faire de la nuit, c'est particulier. Mais moi, je suis une bonne dormeuse, donc j'arrive bien à dormir, peu importe l'heure de laquelle il est de la Ouais, journée. tu fais une sieste, c'est bon, tu t'endors. Ouais, on me met un lit là, avec une couette, je m'endors, hein. Globalement, c'est... Du coup, c'est quoi tes horaires? Tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Je travaille en 12 heures. 12 heures? Ouais. Waouh. En plus. Donc je fais 19h, 7h. Waouh. Je fais ça, souvent, en moyenne, je fais entre 1 et 4 nuits par semaine. 4 nuits, là. 4 nuits, ça commence à faire beaucoup. Des fois 5, Ok. ça arrive. C'est vraiment 5, c'est vraiment... quand c'est un peu plus exceptionnel, je fais genre ça peut-être 1 ou 2 fois dans l'année seulement. Ok. Ce 60 heures, ça commence à taper. Mais ouais, souvent, on fait des séries 3 nuits maximum. Et toi, tu fais que de la nuit spécifiquement? Que de la nuit, ouais. Que de la Donc nuit. ça veut dire que ça équilibre tes semaines quand tu fais une nuit, c'est-à-dire que tu as bossé Bah, moins c'est ça. ou- Par exemple, la semaine dernière, j'ai travaillé 4 nuits. Cette semaine, Wow. j'en travaille qu'une seule. D'accord, ok, ça équilibre. Ouais, ça équilibre. Tu arrives à gérer ta vie perso à côté parce que quand tes potes te demandent de sortir, toi, soit tu vas aller travailler à 19h, soit tu t'es couché à 7h. Est-ce que comment tu... Oui, ça va. Déjà, j'ai plein de copains qui sont aussi infirmiers de nuit. Donc là-dessus, du coup, on se retrouve vous un peu avez- sur nos horaires un peu décalés. Après, l'avantage, c'est vu que, bah, par exemple, cette semaine, je travaille qu'une nuit, quoi. Ouais. Donc j'ai tout le reste de ma semaine Tranquille. Hein. qui est disponible. Donc en soi, là, je serai, par exemple, du jeudi après-midi, enfin, à partir de minuit, l'après-midi, je vais me faire une petite sieste avant d'aller au travail. Et le lendemain, je vais me lever vers 13h. Bah, il y a ça où je suis pas dispo. Le reste de la semaine, c'est... Allez, on peut faire plein de trucs. Bravo, parce que je pourrais pas faire la moitié de ce que tu fais. Non, bah après, c'est des rythmes qui sont particuliers, hein, mais je pense chacun on s'y fait, on trouve une organisation qui est propre à chacun. Moi, je sais que j'aime bien profiter un maximum de mes jours de repos. Et donc, quand on a plusieurs jours de repos d'affilée, ça permet des fois, sans forcément de poser de vacances, de pouvoir partir en week-end, pouvoir faire plein de choses. Donc, voilà. Tu te vois faire ce rythme-là toute ta vie? Non. Non. La réponse a été terriblement honnête. Non. Non, pas toute ma vie. Là, tant que... Moi, mon indicateur de stop, ce sera quand j'arriverai plus à dormir. Ok. Ça arrive souvent chez les infirmiers? Ouais. Bah, j'ai des collègues qui dorment 3 heures entre chacune de leurs nuits de taf. Sachant que déjà, dormir la journée, tu récupères pas du tout de la même façon que quand tu dors la nuit. Mais ouais, j'ai des collègues qui dorment pas du tout avant le travail, qui vont faire leur nuit de travail, qui vont rentrer, ils vont dormir 3 heures, ils vont retourner le soir. Wow. Là, c'est compliqué parce que déjà, en plus, même niveau concentration, t'es plus optimal dans ta façon de travailler. Puis derrière, tes jours de repos, t'es HS total. Ouais, et puis la Tu santé fasses- mentale, les ouais, répercussions non. sur plein de choses, quoi. Au niveau santé, c'est pas... Déjà, le travail de nuit, de façon Ouais, générale, au c'est- niveau santé, c'est pas optimal. Mais je pense à partir du moment où tu n'arrives plus à dormir, c'est le moment où bah là, il faut savoir dire stop, quoi. Ok. Donc pour l'instant, tant que tu ronfles la nuit... Tant que je ronfle la nuit, c'est OK.
Trop bien. Et qu'est-ce que tu ferais après si tu devais changer, évoluer? Est-ce que tu as déjà ciblé des choses qui t'intéressent au-delà de... Ouais, bah ouais, moi je suis très intéressée par le travail d'IAD. C'est Donc quoi du IAD, c'est coup? infirmière anesthésiste, Ok, que ce soit au bloc opératoire, en maternité, sur de l'extra-hospitalier, enfin c'est ultra varié encore. C'est l'avantage de notre taf, c'est que c'est ultra varié. Tu changes de service, tu changes de travail. Donc déjà, ça c'est quelque chose ouais, qui, dans quelques années, peut-être ça pourrait t'intéresser, pourrait ouais. m'intéresser. Trop bien. Mm. Donc quelques années, c'est dans combien de temps? Ça, c'est la question. C'est vrai que c'est une formation de 2 ans qui coûte cher. Donc si jamais il y a moyen de se faire financer par un hôpital, c'est encore mieux. Donc quand ces possibilités, enfin quand ces opportunités-là s'ouvriront à moi, je pense que je foncerai. C'est là-dessus, quoi. Tu es aussi du coup sur les réseaux. Oui. C'est aussi un peu l'objectif de ce média, c'est donner la parole à ceux qui vulgarisent la santé. Comment tu t'es lancé sur les réseaux? Moi, j'ai commencé quand j'étais en PACES, donc c'était l'ancienne PASLAS, donc la première Pour les vieux, année. j'ai connu la PACES Ouais, aussi. c'est ça, c'est le truc des vieux. Du coup, c'est la première année pour faire médecine, pharmacie, sage-femme, dentaire, etc., kiné. Donc j'ai fait 2 années de PACES et j'ai commencé à partager un peu sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Mais c'était un peu purement égoïste un peu au début. C'était un peu un truc pour me motiver à travailler. Ok. Bah, ça Euh, fonctionne bien. On sait que ouais, notamment dans les pertes de poids, t'en as beaucoup qui s'en servent comme journal de bord. Et du coup, exactement. ça Bah, les c'était un peu motive ça. d'être. Je partageais un peu mon quotidien pendant mes études et ça me plaisait de temps en temps dans la semaine faire un peu autre chose que travailler et de partager là-dessus. Et du coup, j'ai pas eu ma PACES et je suis rentrée en première année d'ici. D'autant plus, j'avais déjà davantage de temps pour pouvoir partager là-dessus. Et je pouvais aussi partager du coup ce truc de échec de la PACES, cette transition vers la réorientation. Et je pense que ça déjà, ça a parlé à pas mal de gens Ouais, ça quand on concerne voit, beaucoup de monde. il y a quand même beaucoup de gens qui tentent ça mais qui ne l'ont pas. Et puis ensuite, j'ai commencé l'IFSI, j'ai commencé à partager des fiches de révision, mon quotidien, les TP, ma vie étudiante, ma vie associative, plein de choses. Et jusqu'à maintenant, là, la transition aussi de étudiante à professionnelle, à jeune DE. Et maintenant, je parle des soins intensifs, des pathologies, et puis je parle aussi un peu de tout en fait, même Oh. ma vie sur. Moi j'habite à Rennes, donc je partage ma vie sur Rennes, mes Les vacances, vacances tout avec ça. journal de bord. Exactement, le journal de bord de mes vacances, tout ça. Enfin, en fait, je partage un peu tout ce que j'ai envie de partager. Et vu que j'adore mon travail, j'adore en parler, donc Ouais, donc du coup, j'adore tu as mis aussi de le l'énergie. partager, quoi. Trop bien. Sur la partie, là tu disais, tu parles un peu de situation d'urgence, etc. Est-ce qu'il y a un axe particulier que tu prends? Sur, Dans le sens, sur les vidéos, qu'en fait, comment tu vulgarises? C'est quoi un peu ton axe? Tu prends le problème, tu prends une situation, tu vas prendre un cas concret que tu as eu et tu vas essayer de le détricoter, ou est-ce que tu vas faire de la pure vulgarisation, de la pure pédagogie? C'est plutôt de la pédagogie. Après, j'ai différentes choses. J'ai des choses qui vont davantage parler à vraiment ceux qui sont dans la fin, les étudiants infirmiers ou les infirmiers, où là, vraiment, je vais parler de choses vraiment purement pratiques, techniques, par exemple, tel médicament, à quoi ça sert, tel dispositif, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on surveille, etc. Des choses vraiment un peu pratico-pratiques, un peu petite fiche mentale des étudiants. Après, c'est surtout un partage d'expérience. Voilà, c'est des situations qui sont marquantes, des, comment dire, même quand j'étais à l'IFSI, on partageait nous, ce qu'on appelait des APP, des analyses de pratiques professionnelles. C'est vraiment, on revient sur une situation, on analyse, qu'est-ce qui s'est passé factuellement, comment est-ce qu'on a réagi, tout ça. Et du coup, tout ça aussi, je le partage. Ok. Il y a un app particulier que tu as partagé sur les réseaux? Bah, je les ai tous mis sur j'ai un gros drive où je mets tous mes trucs, et puis des fois, il y en a dont je parle un peu plus. Mais il y en a un qui a donné du coup la situation pour mon mémoire, On à va y la fin de arriver, ouais. l'IFSI, on fait un mémoire de recherche, d'initiation à la recherche. Et c'était sur ma première situation d'urgence, donc aux urgences cardiologiques, mon premier massage cardiaque.
Enfin, et c'est vrai que bah, ça fait peur, quoi. Ça fait trop peur pour plein de gens d'arriver sur cette situation-là. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, comment t'as fait? Comment t'as géré ça? Mais je vais être honnête, j'étais étudiante en plus. La première fois, je n'ai pas géré du tout. Enfin, vraiment, et là, tu te dis, c'est une équipe, donc c'est les collègues qui gèrent. Et ouais, c'est vrai que du coup, bah, celle-là, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé d'avoir des retours là-dessus, quoi. Du coup, comment tu l'as géré? Ou effectivement, t'arrives, c'est toi qui constates la situation qui nécessite Bah, c'était un patient en fait, qui arrivait aux urgences cardiologiques, qui est arrivé, les ambulanciers qui l'amenaient nous disent: «Le monsieur, il est en arrêt». Ok, Donc en fait, tout de suite, on a à peine le temps de quêter ce qui se passe il faut masser quoi. que, bah, let's go quoi, on est à fond dedans. Et du coup, bah, là, l'infirmière, elle me dit: «Bah, en fait, on avait un bouton dans chaque sas, chaque chambre des urgences cardiologiques pour, justement, quand il y a des situations comme ça, pour appeler, de l'aide pour qu'on ait du renfort à venir». Elle me dit: «Appelle, appuie sur le bouton» et du coup, bah, vraiment et ça sonne, du coup, après dans tous les USIC, dans tous les soins intensifs cardio pour que du monde vienne. Et là, du coup, c'est vrai que moi, bah, je vois l'infirmière, l'infirmière qui commence à masser, l'infirmière qui commence à perfuser, les autres, une autre inceste, une autre infirmière qui viennent, qui arrivent. Ça commence on a, quand les gens qui sont en ACR, on a des bavus, des ballons à oxygène en fait pour continuer à les oxygéner et tout ça. Et en fait, moi, j'étais dans le fond de la chambre, en mode, il y a trop de choses qui se passent d'un coup. Moi, je paniquais. Vraiment, les seules choses que j'ai fait, c'est, on m'a dit, passe-moi ça. J'étais en mode, ok. Vraiment, j'étais vraiment. Là, Ouais, j'étais un peu. c'est un peu de la sidération, je crois. C'est quand t'as trop de C'est un choses. peu Ouais. ça, ouais. C'était vraiment. J'étais sous le choc, en fait, de ce qui se passait devant moi. Et j'étais incapable de prendre la moindre initiative, quoi. On me disait de faire un truc, j'étais, oui, allez. On m'a dit de prendre le relais pour masser, je l'ai fait. Mais Ok, un tu l'as fait peu. quand même. Ok. Ouais, je l'ai fait, mais en fait, c'était juste machinalement. De moi-même, je n'arrivais à prendre aucune décision, aucune initiative. C'était vraiment. Et puis en plus, je voyais du coup bah, les collègues infirmiers et soignantes qui vraiment se parlaient à peine. Chacun savait exactement ce qu'il devait faire. Un peu Et j'ai comme trouvé ça dans, impressionnant. un peu comme dans Overcook, le jeu où tu dois cuisiner à Ah oui, plusieurs. Chacun, t'as une. ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment. Donc, il y a le médecin qui est là et qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Et t'avais, bah, quand la deuxième équipe infirmière et de santé est arrivée, ils voyaient qu'il y avait déjà l'AS qui était en train de masser, l'infirmière qui était en train de perfuser. Tout de suite, eux, ils sont passés sur autre chose. D'accord. Et c'est après réflexion, quand j'y repensé, du coup, quand j'ai travaillé cette analyse de situation, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait, c'est chacun trouve sa place. On n'a pas besoin d'être 15 dans la chambre, parce qu'il n'y a pas besoin d'être 15. Personne ne se marchait sur les pieds. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vu que la situation, elle avait été ultra bien gérée, parce que, en fait, ça s'était bien harmonisé. Et voilà, ça m'avait... T'as une forme ouais, de langage un petit peu non verbal. Ouais, Les gens se tout le monde parlent, est le calme. regard, Tout le monde etc. est calme, ça crie pas, ça... on va passer ça, on va passer ça. C'est la perf est posée, bah, tu peux passer la drée. Enfin, c'est très calme, une Ça doit situation. être Ouais, très étonnant, ouais, le décalage entre la situation vraiment d'urgence et le calme ouais. dans. Bah, on va vite, donc Ouais. forcément, c'est speed quand même, parce qu'il faut aller vite. Mais tout le monde enfin, en fait, c'est parce que je pense qu'ils ont l'habitude aussi. Enfin, même maintenant, une situation d'urgence, j'y vais beaucoup plus sereinement. Donc, c'est l'habitude qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise de toute façon dans ce qu'on fait. Hein. Ouais. C'est ça, il n'y a pas de secret. Mais ouais, j'ai trouvé ça calme en Et vous fait. avez réussi à récupérer le patient ce jour-là? Non, malheureusement. Ok. Et donc quand ça s'est reproduit la deuxième fois, Ouais. comment tu l'as géré? Ouais. Juste maintenant, quand Ah, tu parles, essaye de pas trop bouger ta main. ah Parce ok, que ouais. il y a la manche de ta veste qui touche beaucoup. Ah, pardon, Je t'entends désolé. pas. Mais Ça marche. pour l'instant, ça va. Avec, j'ai besoin d'une seconde, il faut que je sorte. Vas-y, vas-y. Ouvrir la porte, j'arrive. Vas-y. Sioup. T'inquiète, on va reprendre. Incroyable en vrai. Ouais. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Ouais, franchement, je sais pas comment tu. Je sais pas comment tu. Vraiment, moi je suis admiratif. Parce que nous, en fait, c'est là que je me rends compte que. Je sais même pas si on peut dire que. Ça sera coupé au montage, mais je sais même pas si en pharmacie on peut dire qu'on est soignant. Parce qu'en fait, on n'est pas confronté du tout à ces choses-là. Ah, après, je pense que c'est différent. Moi, j'ai des copains du coup qui sont en pharmacie aussi. Et j'en ai un du coup qui fait interne en pharmacie là. Ouais. Et l'autre qui travaille en officine.
Enfin, il y a quand même enfin, je vois ma pote, par exemple, qui est en officine, il y a quand même une approche du patient, il y a du conseil. C'est juste, c'est pas du tout la même façon de travailler, quoi. Ok, Je c'est vrai que pense. c'est complètement différent. Alors, je reprends sur justement la question. Et donc, comment ça s'est passé la deuxième fois finalement où tu as été reconfronté à une situation d'urgence comme ça? Comment tu l'as mieux Bah, géré? Est-ce que tu du peux nous le coup, moi, raconter? il y avait moins cette façon, enfin, cette stupeur un peu, tu sais, ce blocage que j'avais pu avoir pendant la première fois. La deuxième fois, c'est quand j'étais. La deuxième fois que j'ai eu un arrêt cardiaque, j'étais diplômée. Donc j'étais infirmière, je travaillais en réanimation. Et, et là, bah, beaucoup plus sereinement. Parce que déjà, l'expérience, j'avais eu d'autres situations, mais c'était pas des arrêts, j'avais quand même eu d'autres situations. Et je connaissais le matériel, je connaissais mes collègues, Ok. je connaissais les médecins, je connaissais le patient. Et du coup, ça fait que j'étais beaucoup plus à l'aise. Il y avait des choses que j'avais acquises entre-temps qui, du coup, m'ont vachement aidée. Et en vrai, moi, je sais que dans ces situations-là, le mimétisme, t'as vu les gens faire, bah, tu refais un peu ce que t'as vu tes collègues faire. Et bah, ça l'a fait, quoi. Et du coup, quand tu parles de mimétisme, par rapport à la première situation, tu te rappelais un petit peu ou tu avais déjà vu tes collègues le faire sur d'autres situations? Comment tu... Bah déjà, je m'en souvenais. Enfin, Ok. des trucs comme ça te marque. Donc tu t'en Ouais. souviens un petit peu. Il y a eu combien de temps entre les deux aussi? Parce que c'est aussi ça, Il y a eu 2 ans. 2 ans quand même. Non, peut-être pas quand Bah même. tant mieux, j'ai envie de dire, parce que du coup, c'est que ça arrive pas Non, 1 an tous et les demi 4 peut-être, matins. parce que ça, c'était en fin de deuxième année. Et derrière, cette situation-là, j'étais encore de jour. Donc c'était vraiment au tout début de mon DE. Mais ça, c'est passé du temps. Après, on nous apprend plein de choses. On met en pratique ce qu'on nous apprend. Et, et comment dire, j'avais eu d'autres situations. J'étais à l'aise avec les traitements, les trucs tout bêtes, mais on te demande de passer de l'adré, ton ampoule, je l'avais lu comment? Bah là, je l'avais déjà fait. Du coup, bah forcément, ça fait que t'es plus à l'aise, tu te poses moins les questions. Tu gagnes plus de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en lead sur tes situations d'urgence? Ou j'ai envie de dire ouais. J'espère en tout cas. Je sais que la dernière fois, on a eu une petite situation d'un patient qui s'est dégradé au niveau neurologique et du coup, bah, il fallait faire des prélèvements sanguins, préparer de quoi au cas où, et si jamais il y avait besoin d'intuber, donc c'est-à-dire mettre un tube pour l'aider à respirer et tout ça. Et bah, du coup, c'est vrai que bah, même si j'ai que 2 ans et demi d'expérience enfin, derrière moi, les services dans lesquels j'ai travaillé m'ont donné des expériences sur ces situations-là. Il y a plein d'autres situations où vraiment je suis larguée parce que, Ouais. en fait, quand on connaît pas, on est un peu plus paumé. Mais sur des situations un peu d'urgence comme ça va maintenant, je prends un peu en confiance. Puis même là, je travaille aussi, là, il y avait du coup, cet été, il y a eu bah, la nouvelle génération, enfin, les nouveaux diplômés qui sont arrivés, la nouvelle vague de nouveaux diplômés. Donc tu le prends sous ton aile. Bah, c'est ça, les premières situations, je sais que c'est ultra stressant et du coup, bah, maintenant, enfin, faut les accompagner aussi, quoi, pour que bah, Hmm. les prochaines fois, pour eux, ce soit déjà qu'ils vivent bien ces expériences-là, enfin, ces situations-là. Et puis que derrière, du coup, ils soient optimales aussi pour celle d'après, quoi. Vraiment, pour moi, tu incarnes ce que doit être un soignant. On voit que tu es passionné par ce que tu fais. En fait, ça se voit dans le regard, je ne sais pas si on pourra le voir à la caméra, mais on voit que tes yeux ils brillent quand on parle et que tu es vraiment passionné par ça. Donc, trop cool. Bah, merci beaucoup. Je vais revenir rapido sur le mémoire, parce que tu as décidé de faire ton mémoire sur ça, sur cette situation d'urgence. La Comment t'as... gestion du stress en situation d'urgence, ouais. Ok, donc quelles sont les conclusions sur la gestion du stress en situation d'urgence? Qu'est-ce que tu as appris Bah, avec tes recherches, hein? après, nous, on fait des mémoires d'initiation à la recherche, donc ça reste quand même des choses qui sont très... c'est juste, on pop des petites idées un peu. Euh, mais du coup, pour ce mémoire-là, on faisait des entretiens, des interviews. Ok, J'avais fait du coup interviewer 2 professionnels sur la gestion de l'urgence en service classique de médecine ou de chirurgie. Et c'est vrai que bah, ce truc de mimétisme, on le retrouve beaucoup, partout, quand hein. même, partout. Bah, la première fois que la situation nous arrive, on se sent dépassé totalement par les événements, même si on a essayé les formations à l'école, les formations de gestes d'urgence, tout ça. C'est une fois qu'on est face au truc, c'est pas du tout pareil que quand on est face à dès qu'il y a un vrai patient, c'est pas du tout pareil que quand il y a
comment dire, De un théorique, mannequin ou de la d'entraînement, ouais. théorie, quoi. Et comment dire, donc déjà, il y avait ce truc-là de choc un peu sur la première fois. Et la deuxième fois ou la troisième fois, enfin, vraiment, en fait, c'est de la prise de compétence, Mm. quoi. C'est quand la première fois, quand on sait pas faire, et ben, on sait pas faire, même si la théorie nous apporte. Euh, et puis après, c'est la gestion du stress. Il y en a, déjà, c'est très propre à chaque individu. Chacun va gérer son stress de façon totalement différente. Il y a des gens qui comment dire, ah, j'ai l'impression de me perdre, je suis désolée. Non, non, mais t'inquiète, mais c'est vrai qu'ils vont pas gérer le stress. Mais c'est une vraie question intéressante, c'est est-ce que pour être un bon soignant, il faut être un peu détaché du stress, ne pas être stressé? Est-ce que... Bah, le stress, on va forcément le ressentir à un moment ou à un autre dans notre exercice. Après, le tout, c'est de savoir le gérer, de pas se laisser submerger par ses émotions, et si jamais, justement, tu sens que là, t'arrives plus à gérer du tout, réussir à alerter et à dire D'accord. à tes collègues, en fait, là, faut que vous veniez prendre mon relais ou venir m'aider parce que Aller chercher à être conscient que... je peux plus, quoi. Ok, être conscient de ça. Ouais. Bah, finalement, c'est là qu'on se rend compte, parce que ça, on fait un peu la passerelle avec ce que tu disais au début, c'est que t'es catapulté directement en stage Mm. en tant qu'infirmière, mais finalement, c'est un peu le parcours d'apprentissage. Ce que tu dis, c'est qu'il y a tellement de Ouais. situations différentes qui sont pas écrites dans les bouquins, c'est qu'il faut y être confronté pour apprendre, quoi. Bah, c'est surtout que, honnêtement, les études d'infirmière, ça dure 3 ans. C'est rapide. C'est rapide. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas Mm. à l'école, qu'on apprend. Moi, les 3 quarts des pathologies que je rencontre maintenant en terrain de stage, j'en avais jamais entendu parler. Enfin, entendu parler peut-être de loin, Ouais, mais mais de loin, tu les as pas c'était pas du tout travaillés, des choses qu'on avait vraiment travaillées, et encore plus le travail en réanimation. Mm. Là, franchement, c'est des choses qu'on voit pas du tout à l'IFSI. Et du coup, c'est des choses que tu apprends sur le terrain. Donc, c'est à toi, en fait, d'être un peu autodidacte, d'aller faire tes Oui, il recherches. faut faire ce travail de formation un peu continue tout Ouais, seul, c'est quoi. ça. C'est à toi vraiment d'être. Après, tu peux demander d'avoir des formations au sein de ton établissement. Il y en a, hein. Je sais que j'avais été formée sur la dialyse continue, j'ai été formée sur pas mal de petites choses, les intubations, etc. Mais pareil, c'est à toi d'être acteur un peu de ce truc-là. On nous répète tout le temps ici, il faut être acteur de votre Ouais. formation, machin. Mais en vrai, franchement, c'est la phrase que t'en peux plus d'entendre quand t'es étudiant. Mais en vrai, c'est un peu vrai, parce que si jamais toi, tu fais pas la démarche d'aller faire les recherches, Ouais, mais de toute façon, personne les fera pour toi, hein. tu le vois un peu partout, hein. Oui, Là, on a derrière la caméra Jade, c'est un peu pareil pour tous les métiers du créatif, par exemple. ouais, C'est que si tu te limites uniquement à ce qu'il y a en cours, bah, tu n'apprends pas ouais, grand-chose. non, C'est non. vraiment toutes tes recherches que tu vas faire, la curiosité que tu vas avoir. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Donc, en fait, finalement, si on détricote un trait de caractère positif pour un bon soignant, c'est plutôt la curiosité. C'est Ah, vraiment cette totalement. passion, cette envie de... Totalement. Et puis en plus de ça, sans parler de vraiment, même si, imaginons, on nous apprenait tout à l'IFSI, ce serait magique, mais imaginons, on est dans un... La médecine, c'est vraiment quelque chose qui évolue Ouais, en constamment. permanence, hein. Il y a des recherches constantes, les recommandations changent tout le temps. Donc si jamais, toi, t'as pas cette initiative-là d'aller un peu de temps en temps t'informer sur ce qui se fait, les nouvelles recommandations, tu vas être obsolète en 3 ans de DE. On revient justement sur la partie création de contenu. Est-ce que tu suis des infirmières, des personnes, des soignants qui partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux, justement, en tant qu'outil de veille pour voir un peu ce qui évolue? Ou Euh, plutôt, ou question complémentaire, quelles sont finalement les ressources auxquelles tu accèdes? En fait, comment tout simplement tu te maintiens informé? Bah, je suis pas mal quand même de collègues soignants qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit des infirmiers, des médecins, des infirmiers anesthésistes, tout ça. J'aime bien. Déjà parce que j'aime bien voir un peu ce qu'ils font, et je trouve ça intéressant tout simplement de, 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 de suivre ce genre de personnes-là, parce que bah, ça m'intéresse, ce domaine-là. Et en plus de ça, c'est vrai que des fois, je me souviens, si je dis pas bêtise, je crois que c'était les minutes de Jérém qui avait fait il y a pas si longtemps que ça, euh, une vidéo, enfin un petit réel sur Instagram ou sur TikTok, pour parler des différentes recommandations qu'il y avait dû avoir sur les massages cardiaques et tout ça, Ok. qui avaient évolué. Alors je crois que c'est lui, hein. Ça se trouve, On c'est pas... vérifiera, on On fera vérifiera. un fact-checking. Euh, mais, mais donc ouais, c'est intéressant. Ah, du coup, ça a changé, ok.
D'accord, et donc tu le gardes dans un coin de Ouais, tête et c'est du coup ça. tu sais Et qu'il peut le... tu sais que tu peux. Enfin, c'est intéressant et tout. Moi, je trouve ça trop intéressant surtout quand on travaille dans ce milieu-là, de se tenir informé. Il faut, de toute Ouais, il façon. faut. Et je trouve que les réseaux sociaux, c'est une façon un peu ludique de le faire. On s'abonne à différents comptes et pendant qu'on scrolle, vu qu'on le fait tous pendant des heures par jour, hop, de temps en temps, il y a une vidéo qui, pour le coup, est vraiment intéressante et va vraiment te servir. Et l'information, tu te dis, ah tiens! Et puis après, bon, bah, tu repasses aux vidéos de chats ou de bouffe, quoi. Mais, euh, mais, mais ouais, c'est bien. C'est une façon qui est ludique et qui est vraiment accessible à tous. Et j'aime bien ouais, suivre des comptes comme ça. Quels sont les créateurs de contenu qui t'inspirent un petit peu, qui peuvent te donner de la créativité, des idées de sujets, de formats ou que tu aimes regarder? Pas Euh, forcément dans la santé d'ailleurs. ouais, bah dans la santé, j'avoue, je suis beaucoup les mythes de Jérém et Mick Anesthésie. J'aime bien ce qu'ils font. Après, de façon générale, je sais pas, des idées de gens que je suis, que j'aime bien. Que des chats. Non, que du manger surtout. Ouais, Loulou Kitchen dans mon cœur pour toujours. Mais Du coup, t'es une bonne cuisinière, tu cuisines bien? hop, j'aime bien manger, j'aime bien cuisiner. Est-ce que je cuisine bien, ça, c'est encore autre chose, faudra demander à mes proches, mais j'aime bien, ouais. Trop bien. Ça détend. On va bientôt arriver sur la fin de l'épisode, mais un gros sujet qui est un peu dans l'air du temps. On sait que la population, elle est vieillissante hein, Mm. en France. Hein. Est-ce que, en tant qu'infirmière, tu adaptes ton discours à l'âge de tes patients et comment tu t'y prends? Euh, c'est évident qu'on ne parle pas du tout de la même façon à un patient qui va avoir 19 ans qu'à une dame qu'on a 50, qu'à un petit papy qu'on a 80. C'est évident qu'on ne parle pas du tout de la même façon aux gens. Après, dans le fond, ça va être la même chose, ça va être plus la forme qui va changer un petit peu. Les informations, elles vont passer de la même façon, mais les consignes, elles vont passer de la même façon, les recommandations, elles vont passer de la même façon. Après, c'est vrai que peut-être un jeune de 19 ans, je vais peut-être avoir plus habitude de le tutoyer peut-être un petit peu, alors que des adultes, enfin, moi je me considère pas vraiment comme une adulte encore tout à fait, donc c'est vrai que Non plus. Je peux te donc c'est rassurer. vrai que bon, je vais plutôt vous voyer mes patients de façon générale. Ok. Et mais après, en soi, je sais pas trop si je fais une différence. Non, tu restes neutre avec eux et Ouais, c'est peut-être plutôt genre le vouvoiement, tutoiement qui va vraiment changer. Après, le reste, je pense pas, ouais, que est-ce que c'est. sur cette relation avec les patients, ça t'arrive des fois de détecter des choses qui n'ont pas été détectées par les soignants, des syndromes dépressifs, même des problèmes familiaux, des choses comme ça? Bon, peut-être que vu que toi tu es en réanimation, situation d'urgence, peut-être un peu moins le cas, mais est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que ça Bah, t'arrive? je sais qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a une dame, qui a, comment dire, chez qui on lui a annoncé qu'on passait sur des soins palliatifs. Parce qu'il allait plus pouvoir y avoir de choses curatives, vraiment, on allait pas pouvoir traiter la maladie qu'elle avait. Donc on passe sur des soins palliatifs, donc c'est du confort pour que bah, ça se termine le plus confortablement possible pour elle. Et c'est vrai que bah, nous, les médecins viennent, on fait cette annonce-là. Souvent il y a la famille qui est là, mais bah, la famille reste pas toujours. Et bah, du coup après, bah, nous on est là pour toute la nuit avec elle. Et c'est vrai que bah, des fois on a un petit peu un petit support. Et puis bah, le lendemain matin, aux transfusions, tu te dis ce serait quand même peut-être pas mal que la psychologue elle passe voir cette dame-là parce que enfin voilà, ça fait beaucoup de choses, même si elle fait folle. Enfin, il y a la famille qui est là, il y avait ses enfants qui étaient là le jour-là. Devant ses enfants, elle Elle se gardait tient, quoi. quoi. Ouais. Bah, voilà, c'est la maman, c'est ses enfants, elle veut pas forcément montrer à ses enfants que ça va pas, elle veut rester forte pour eux, parce que déjà pour eux, c'est compliqué aussi de savoir que ta maman, elle va peut-être décéder bientôt. C'est dur, mais c'est elle qui va subir tout ça. Et c'est vrai que du coup, bah, quand tout le monde part, des fois, c'est là on se rend un petit peu plus compte que ça va pas. Des fois, ils se livrent à nous des choses qu'ils n'ont pas forcément osé dire, Dans leur vie, ouais. même qu'ils n'ont pas osé dire à leur famille, même des choses qu'ils osent des fois pas dire aux médecins. Parce que, ou des trucs, des fois, en fait, des fois, on se rend compte que les patients, ils n'ont pas tout à fait tout compris ce que leur a dit les médecins, et du coup, ils sont, mais du coup, là, je vais pas me refaire opérer. C'est Je fini. dis, bah non, et du coup, c'est à toi aussi derrière de trouver les mots. Et puis, bah ouais, et du coup, derrière, le lendemain matin, c'est. Déjà, à la visite du soir, ça aurait été pas mal que la dame elle ait peut-être un petit anxiolytique pour qu'elle réussisse quand même à dormir cette nuit, parce qu'avec tout ce qu'elle a eu dans la journée.
Et puis le lendemain matin, tu essayes de voir pour que la psychologue passe, etc., quoi. Et ça ne doit pas être facile, ça. Surtout quand tu as des personnes qui sont conscientes encore, qui sont... Bah oui, et les annonces de maladie, c'est jamais très simple. C'est gay, dis donc, le sujet Ça fait d'aujourd'hui. partie du métier. Hein. Ouais, bah ouais. Mais après, c'est de Malheureusement. l'accompagnement, et puis c'est à nous. Nous, on est là vraiment pour alerter sur plein de choses. Et par exemple, ce type de choses, par exemple, moi je travaille de nuit, donc les gens qui dorment pas de la nuit, Mm. c'est horrible pour eux parce qu'en fait ils font que ressasser, et puis derrière ils sont KO pour le reste de la journée. Alerter les médecins, on dit bah là j'ai rien pour que le patient il puisse dormir, est-ce que peut-être que ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Après c'est le médecin qui finit toujours par choisir si oui ou non on peut mettre, mais Est-ce que les gens philosophent un petit peu? Est-ce qu'ils t'apportent du recul? Parce que certains doivent te partager peut-être leur dernier moment. Est-ce que... ouais, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire? Est-ce qu'ils partagent des regrets sur leur vie, sur... j'ai pas de souvenir vraiment de patients qui partageaient des choses comme ça, mais c'était plus on avait fait un décès d'un monsieur un jour, et c'était sa femme qui était beaucoup restée discuter avec nous, et elle nous racontait sa rencontre avec son mari. Et du coup, c'est vrai que là, on était toutes en train de l'écouter. C'était adorable. En plus, c'est vraiment genre rencontre de film. Elle venait d'emménager, il l'a aidé à monter ses cartons et ils sont devenus amoureux. Genre, c'est trop mignon. Mais du coup, bah, c'est vrai que des fois, c'est plus des trucs comme ça. En fait, les gens, ils vont ressasser. Enfin, quand il y a des décès ou des trucs comme ça, ils vont nous raconter. Et c'est vrai que, bah, en fait, nous, on retient du coup que la partie mignonne de l'histoire, Ouais, positive. positive. Et même en plus, les gens, en racontant ça, tu sais, ils ont le sourire, Mm. ça leur rappelle de bons moments, et je pense que ça leur fait du bien de pouvoir parler de ça. Carrément. Petite dernière question sur ce sujet-là avant d'arriver plutôt sur la fin de l'épisode, parce que c'est une question qui vient de me passer par l'esprit. Mais quel rôle peut jouer de la religion, tout simplement, sur ces moments-là? Parce que tu dois être aussi confronté à des religions différentes. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire dessus. Bah, dans les hôpitaux, il y a des services, enfin, il y a des prestations on peut faire venir des prêtres, je sais plus comment ça s'appelle dans les autres pathologies, enfin, dans les autres pathologies, dans les autres. Religion. On va la refaire celle-là. Dans les services, on peut faire venir des prêtres, des gens pour, je sais plus comment ça s'appelle. Des imams. Des imams, enfin bref, des représentants de plein de religions différentes. Et c'est nous, en fait, qui les appelons. Ok. Ça peut être à la demande des patients, à la demande des familles. Et on sent que c'est très important pour eux. Puis même des fois, je sais, moi j'avais souvenir en réanimation, un monsieur qui était très, 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 très croyant. Et du coup, la famille avait demandé à ce qu'il ait toujours le chapelet sur lui. Ok. Donc, on le met. Nous, qu'on soit croyants, nous, ou pas, franchement, nous, ça nous importe peu. Du moment que les gens, eux, ça leur fait du bien, en fait, de pouvoir prier, de pouvoir se recueillir, d'avoir le prêtre qui passe. Voilà, on leur met le dimanche matin le truc, l'église, là, la télé. C'est des petits trucs comme ça, Ouais, mais mais c'est des trucs façon. ouais, c'est ça. Enfin, il y a des gens pour qui la religion, c'est primordial, et d'autant plus dans des situations comme ça, où chez qui ils trouvent du réconfort, ils vont faire des demandes, etc. Et ben nous, Let's go. ouais, let's go, quoi. Est-ce que toute ton expérience, ça t'apprend à relativiser sur la vie? C'est une grosse question, mais est-ce que ta vie pro, elle t'aide à relativiser sur les petits tracas du Honnêtement, quotidien? les 3 quarts du temps, non. Ok, c'est Parce drôle, que, quoi. ouais, C'est une cloisonnement ouais, entre les 3 quarts du temps, non, parce que bah, j'ai la chance, moi, de pas être malade, de pas avoir, même si évidemment il y a des petites choses, par exemple dans ma famille ou quoi, mais ça se passe relativement bien. Je sais que bah, c'est vrai qu'on entend des choses horribles au travail, mais le soir je vais râler parce que vas-y, il y a des bouchons sur la rocade, c'est chiant, quoi. Ouais, bah, comme tout le monde, en fait. Comme tout le Finalement, monde, on en n'est fait. pas. Ouais, C'est ça, ça qui est intéressant. c'est comme tout le monde. Après, si, des fois, il y a des jours où tu te dis, putain, il y a des gens vraiment, ils ont pas de chance dans leur vie, t'apprends, ils viennent de perdre leur fils, t'apprends qu'il y a 1 an et demi, ils ont déjà perdu leur autre fils par rapport à la même pathologie, et il y a des gens vraiment qui ont simplement pas de chance dans leur vie. Mais les 3 quarts du temps, en vrai, c'est une réaction qui est assez égoïste, mais je pense que c'est aussi un truc que t'as pour se protéger, parce que en vrai, il faut avoir... au taf, on a tous un peu d'humour noir, un peu des trucs
pour se détacher. Sinon, en vrai, on ne tiendrait pas 2 mois, en vrai. Ouais, donc ça fait du bien finalement de râler. Mais c'est intéressant de voir que on peut être énervé avec des bouchons sur la rocade, Mm. alors qu'à côté de ça, on a sauvé une vie ou on a vu une situation très difficile. Donc, Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, très drôle ce décalage. évidemment qu'il faut Ouais, relativiser. Ça nous fait relativiser sur le moment, mais bon, c'est vrai qu'après, quand on sort du travail, on rentre dans notre quotidien. ouais, on a envie d'être Et du normal coup, aussi. on rentre dans notre quotidien et du coup, bah, en fait, nos problèmes, bah, c'est nos problèmes Mm. du petit quotidien. Et bah, mais après, je pense que c'est quand même important d'avoir toujours ces petits problèmes-là parce que sinon, derrière, si jamais t'as pas le droit de te plaindre, juste à partir du moment où ton papa, il a pas... Ah, mon papa, il a pas de cancer, donc j'ai pas le droit de me plaindre aujourd'hui. Ouais. Non, c'est pas possible. Enfin, heureusement, mon papa, il a pas de cancer. J'espère qu'il en aura jamais de sa vie. Mais bah, j'ai quand même des petits soucis de l'autre Tu jour. t'inquiètes, Ouais, ouais, c'est ça. classique. Trop bien. Une dernière section pour finir cette interview sur les clichés des infirmières. Donc, est-ce qu'il y a des clichés sur les infirmières et je vais te les énoncer et tu vas me dire s'ils sont vrais Ok. ou faux et comment tu réagis dessus. Donc, l'infirmière, elle fait que des prises de sang et distribue des médicaments. C'est faux quand même. C'est On fait faux? plein. On fait des prises de sang et on distribue des médicaments. Mais s'il y avait que ça, il n'y aurait pas besoin de faire des études vraiment pour juste faire des prises de sang. Non, non, franchement. C'est, c'est vraiment le truc, je pense, qu'on entend le plus. Et c'est le truc... en vrai, même mes parents, tu vois, qui connaissaient pas forcément le métier d'infirmier avant, se rendaient pas compte. Moi, j'ai souvenir de pendant mes premières révisions de mes premiers partiels à l'IFSI, je révisais, je montrais tous mes trucs et tout chez mes parents. J'étais rentrée chez mes parents pour les révisions. Mon père il me dit, mais je savais pas qu'il y avait autant de trucs à apprendre. Il avait vraiment une vision. Bah, il se doutait qu'il y Ouais. avait plein de choses, mais vraiment, il ne doutait pas que c'était aussi poussé, en fait, tout ce qu'on avait besoin de savoir, et voilà. Et bah ouais, donner des médicaments, oui, bah, ça fait pas du travail, faire des prises de sang et faire des médicaments, mais en vrai, honnêtement, moi, la moitié de mon travail, c'est les surveillances et donner l'alerte. Mm. C'est vraiment ça, les 3 quarts du métier d'infirmier. Après, oui, il y a des soins, plus ou moins, d'ailleurs, en fonction des services. En psychiatrie, tu donnes des médicaments, t'as pas beaucoup de soins, hein. Mm. Pourtant, tu fais plein de choses. Tu fais plein de choses, ouais. Mm. Là, c'est la discussion. Et justement, ça amène sur le deuxième cliché qui est assez tenace, je pense. Les infirmières et les infirmiers ne savent pas ce qu'ils font, et écoutent juste le médecin. Comme les petites mains du médecin. Voilà. Non, non, on a quand même une réflexion. On ne fait pas les choses bêtement. On sait pourquoi on les fait. On a aussi une certaine expertise sur plein de sujets différents. Par exemple, moi, je travaille avec des médecins qui sont des anesthésistes. J'ai des pansements à faire. Je peux bien... Ils en ont rien à savoir. Enfin, ils savent pas du tout, hein. Je peux bien leur montrer une plaie et dire, enfin, je mets quoi sur ça, le pansement? Crois-moi, je suis beaucoup plus experte que sur Ça, ouais. ça que sur plein de... Eux, ils le sont sur plein de choses beaucoup plus que moi. Mais il y a des choses sur lesquelles on a quand même un petit regard expert. Et puis en plus de ça, on est la dernière boucle pour plein de choses. Par exemple, on donne des médicaments. On le fait. C'est nous qui donnons les médicaments. C'est nous qui avons la responsabilité de ça. Il faut savoir ce qu'on donne. Il faut savoir pourquoi on le donne, quoi surveiller et connaître un petit peu ce qu'on donne. Parce que si jamais il y a une erreur sur de prescription, moi, je ne vais pas donner un antihypertenseur à quelqu'un qui a déjà 8 de tension, Ouais, par donc, exemple. il faut avoir cette réflexion. Il faut quand même avoir cette réflexion-là, cette analyse-là, de pourquoi est-ce qu'on donne tel truc. Et ouais, non, pas du tout. En fait, c'est juste des métiers différents. C'est où des métiers chacun a différents, ils son sont expertise. indispensables l'un sans l'autre, ça marche pas. Mm. Mais on n'est pas juste là pour écouter bêtement. Et même au contraire, il y a des fois où des médecins, pour certaines situations, on parle entre nous sur les différentes situations, différentes prises en charge. Enfin, c'est un travail d'équipe en fait. Puis on en parlait tout à l'heure aussi, c'est que le métier d'infirmier et d'infirmière, il est de plus en plus valorisé aussi. Mm. Il prenait de plus en plus de place dans les équipes de soins, dans les protocoles, etc. dans Totalement. l'accompagnement. Ouais, bah c'est ultra important parce que, en fait, nous, on est vraiment au pied du patient H24. Ce que le médecin, bah, il peut pas, tout simplement parce que lui, il a plein de patients à voir, plein de patients à gérer. Et sinon, on n'est pas là justement à donner l'alerte, à vraiment... On connaît des fois les patients mieux que les médecins qui s'en occupent. Oui, parce que vous êtes au quotidien. Parce qu'on est tout le temps là, on est tout le temps... moi, des fois, quand j'ai que 4 patients, c'est évident que je connais mieux mon patient que le médecin qui en a 24 à gérer, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu lui fais les transmissions et tu lui donnes des informations qui sont essentielles. C'est ça, on pour le cible les soin, quoi. informations à transmettre, qu'est-ce qui est important, et puis derrière, du coup, on peut du coup se dire, bah,
Est-ce que là-dessus, on est optimal? Est-ce que là-dessus, on est optimal? Mais ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. Trop bien. On va finir avec des petits tu préfères. Tu préfères un patient agressif ou un patient complètement passif? Lequel te fait le plus flipper? En vrai, je Question sais très pas. difficile. En vrai, c'est dur parce que agressif, c'est chiant quand même. Enfin, c'est embêtant. Ça t'arrive Enfin, souvent d'avoir des patients agressifs qui... ça m'est déjà arrivé, ouais, de me prendre un petit coup de pied. Ah ouais? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Après, totalement passif aussi, des fois, ça peut être sous-jacent d'un autre truc qui est pas forcément top top aussi. Bah, un patient qui est totalement phasique, qui Oui. fait rien du tout, ça peut être parce qu'il y a un petit souci aussi quelque part. Ok. Donc, bon, je pense quand même, je préfère ne pas me prendre de coups de pied. Donc plutôt Plutôt tranquille, quoi. passif. Ouah, question très difficile, hein. On me les a préparées. Mais pleurer après une nuit difficile ou continuer sans rien montrer? Je préfère quoi? Tu préfères pleurer après une nuit difficile, après quelque chose, ouais, une nuit qui a été très compliquée, ou vraiment continuer sans rien montrer, tu verrouilles, tu mets un mur sur les émotions et tu t'enfouis ça dans un... Je crois qu'en vrai, je préfère ne rien montrer. Je pleure pas beaucoup, enfin, je pleure pas très souvent. Du coup, ah, mais en vrai, faudrait mieux pleurer, hein. Au moins, comme ça décharge. Ça vide un peu, quoi. Ouais, ça permet de vider un peu le sac. Puis Ouais, après, c'est tu ça. repars le soir et t'es retapé. On va éviter de le mettre comme tuto, pleurer après vos journées de travail, ça ira mieux après. Vous allez pouvoir redémarrer. Faire face à une urgence critique où tu dois improviser ou gérer 10 patients à la fois avec des demandes farfelues en même temps. Ah, j'ai une urgence. Ouais. Ah ouais. Vraiment 10 patients. Déjà là, maintenant, avant je faisais que de la réanimation. Donc j'avais 2, 3 patients grand max. Là, maintenant, je fais des soins intensifs. Des fois, j'en ai 6. Des fois, je suis paumée avec 6. Ouais. Oh. Donc un seul avec une... Un seul avec plein de trucs à faire, très lourd. Ouais, plutôt que 10. Ah, largement. Plutôt Si vous 10. êtes un patient Franchement, avec... moi, je dis grand respect aux infirmières qui bossent en SSR, tout ça, qui ont 25 patients, 30 patients. Je sais pas comment elles font. Ouais. Je sais pas comment elles font. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Travailler avec un collègue relou mais compétent ou se débrouiller seul mais tranquille. Elle est pas facile celle-là non plus. Hmm. C'est pas facile. En vrai, compétent quand même un peu. Il est relou parce qu'il est pas cool, quoi. Il est pas très agréable, quoi. Il est chiant, il est pas agréable avec toi, quoi. Il peut te faire des remarques. C'est Je un crois que je peu... préfère travailler toute seule. Ouais, plutôt. Bah, en fait, moi, je trouve l'avantage de travailler en équipe, c'est d'être... C'est que ça se passe bien. c'est que ça se passe bien, que c'est enfin, que ce soit un support, quoi. Que ce soit un plus. Jamais c'est un fardeau, c'est pas la peine, autant travailler toute seule. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait ce langage-là, Ouais. cette gymnastique, cet orchestre un petit peu qui Exactement. fonctionne super bien, super bien. Est-ce que tu as des petits messages à faire passer pour les jeunes? Parce que tu as dit tout à l'heure que là, qu'il y avait la nouvelle promotion de jeunes IFSI qui viennent de sortir, que tu les prends un peu sous ton aile. Qu'est-ce que tu leur transmets? De quoi tu leur parles? Bah, Est-ce que tu les rassures? Est-ce qu'ils ont des inquiétudes? je pense que quand on commence... Enfin, moi, j'ai souvenir de mon premier été où j'ai travaillé, mais c'était horrible. Pire été de ma vie, je pense. Ah ouais? Tellement stressée, la boule au ventre tout le temps, peur de faire des erreurs tout le temps. Et c'est normal, je pense, de passer par là. Et ça va aller mieux après. Et après, on prend confiance, on prend en expérience, ça va mieux. On crée aussi des affinités avec nos collègues. Faut pas hésiter à en parler, parce qu'on est tous passés par là. J'en parlais l'autre jour avec des collègues. Je disais, mais moi, quand j'ai commencé, c'était horrible. Ils me disaient, mais t'inquiète pas, je pense qu'on a tous pleuré après notre première journée de taf, quoi. Et enfin, c'est normal. C'est juste, en fait, c'est une pression qu'on se met nous-mêmes à nous-mêmes. Et parce qu'on a quand même un travail qui a tellement de responsabilités, on n'a pas droit à l'erreur. Et du coup, c'est vrai que quand on a tout juste 20 ans, même 23 ans, moi j'avais 23 ans quand j'ai commencé vraiment toute seule, enfin, c'est ok, c'est ok de pas réussir à gérer toute cette pression d'un coup, mais ça va aller mieux après, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de dire aussi, c'est que j'ai mis du temps à comprendre, Ouais, mais que le temps fait vraiment son travail, en fait. exactement. En fait, quand on est conscient, c'est ça qui est... Ça devient presque agréable. C'est-à-dire que quand tu as une galère, un truc qui est chiant, en fait, si tu es conscient que dans 2, 3 semaines, un mois, ça va être bien, limite,
t'acceptes mieux. Tu prends pas du plaisir dans la situation chiante, mais tu sais que ça va aller mieux. Oui, Tu c'est t'enfermes ça. pas dans un truc. Ouais, et c'est du un, coup, c'est un mal pour un bien. Ouais. Ce que tu galères maintenant, demain, tu l'auras. Ça se passera mieux, du coup. Oui, C'est. clairement. Trop bien. Est-ce que tu as des astuces pour justement les aider à gérer? Tu leur dis ça, même sur leur. Bah, moi, en vrai, c'est pas une astuce, mais le truc, franchement, moi, je trouve que la communication, c'est vraiment le meilleur truc. Si jamais il y a des choses qu'on n'arrive pas à gérer, il faut juste en parler, que ce soit avec ses collègues médecins, aides-soignants ou infirmiers. Moi, les aides-soignants, c'est genre des supports énormes. Moi, je suis arrivée en réanimation avec des aides-soignantes qui, elles, avaient du bagage Ouais. à fond. Elles m'ont aidée, mais énormément. Elles m'ont appris énormément. Franchement, c'est vraiment l'équipe, l'avantage qu'on a dans notre travail. Je trouve que le travail en équipe, il faut le prendre comme un avantage, il faut en tirer les bénéfices. Et ça fait partie des bénéfices, quoi. Carrément. Je suis complètement d'accord. Et allez, la dernière question pour terminer. Le serment humoristique. On t'a proposé de faire ton propre serment de l'infirmière. Est-ce que tu l'as préparé? J'avais un peu oublié. Pardon. T'inquiète. Je sais pas si tu avais pris des notes. Autrement pour la faire sauter, je pourrais changer la conclusion. Mais je sais plus, parce que je sais qu'elle avait prévu cette question-là. Ah oui, j'avoue, Yasmine. elle m'en a parlé, mais j'ai complètement oublié. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer Je connais même pas le. Est-ce que tu te rappelles du serment de l'infirmière? Il y en a pas. On Il y fait en a pas pas de serment. Bon, bah alors on va sauter cette question. Ok, je vais rechanger la question. Allez, une dernière question pour terminer. Qu'est-ce que tu en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce que tu as prévu là pour la suite de ta carrière? Comment tu vois l'année 2026, tes objectifs perso et pro? Là, pour l'instant, je pense que je vais rester là, à courte durée. Je vais rester un peu dans les séries dans lesquelles je suis actuellement. Après, à voir. Peut-être que plus tard, je pourrais continuer à évoluer. Et puis, j'aimerais trop pouvoir continuer à évoluer aussi un peu sur mon compte Insta, pouvoir faire plein de nouvelles choses. J'ai plein de nouvelles idées de petits contenus à faire qui pourraient être trop sympas. La transmission, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Ouais. Et puis, j'aimerais bien aussi faire... parce que du coup, j'ai encadré mes premiers étudiants, là. Ah ouais? Ok. Ouais, mes premiers. J'en avais déjà encadré quelques-uns, mais j'encadre un petit peu des étudiants de proximité, enfin, vraiment, ils sont avec moi. Et c'est vrai que le tutorat, tout ça, moi, c'est quelque chose que j'aime trop, qui m'intéresse trop. Du coup, pourquoi pas un peu travailler là-dessus aussi, quoi. Les mentorer. Trop Ouais. bien. C'est un beau mot de la fin. Transmettre. Merci beaucoup Manon d'être passée Merci beaucoup. sur Sympathique. Et on va suivre forcément toutes les vidéos que tu produis très régulièrement. Et encore merci. Merci beaucoup.